Alors, je ne pouvais pas vous faire une restitution du SXSW sans vous parler d'Elon Musk. Elon Musk nous a fait la surprise, parce que c'était absolument pas prévu, d'être présent. Et quand ça s'est su, bah, tout de suite, on lui a organisé une conférence, une keynote. Et pour vous dire tout ça, on a fait la queue dès 7 heures du matin pour l'ouverture des tickets à 8h30, pour sa conférence à midi, pour être sûr d'avoir une place. On a été bien placé, donc c'était parfait, c'était super. Et on avait le fameux must-have, c'est-à-dire le ticket pour pénétrer dans l'enceinte pour aller voir Elon Musk. Alors c'était un grand moment. Je ne vais pas vous dire que j'ai compris tout Elon Musk, hein, parce que déjà il n'est pas simple à suivre. Il parle avec son accent sud-africain. Il n'est pas très expressif et quand il parle, il est très monotone et monocorde, surtout quand il n'a pas préparé ce qu'il allait dire. Et du coup, bah, il faut s'accrocher. Mais ça vaut le coup de s'accrocher. C'est intéressant. Il est venu avec son frère, Kimball, notamment, avec qui il a créé quelques-unes de ses sociétés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire d'Elon Musk, je vais juste revenir sur son parcours. Dès l'âge de 12 ans, c'est un vrai serial entrepreneur, hein. Dès l'âge de 12 ans, il crée un premier jeu vidéo qui s'appelle Blastar et il revend le code, hein, à 12 ans, pas mal. À 24 ans, il crée sa première start-up, Zip2, et il la revend 4 ans plus tard à Compaq pour un peu plus de 300 millions de dollars. Il empoche au passage 22 millions de dollars et il a 28 ans. Et là, il ne s'arrête pas là, il crée une start-up qui va devenir PayPal. Donc il crée sa première licorne qui revend donc 1,5 milliard à eBay. Et derrière, il empoche 165 millions de dollars. Alors là, n'importe qui, à peu près normalement constitué, se dit « j'ai 30 ans, j'ai quelques millions en poche, c'est le moment où je peux m'arrêter. Je peux investir dans des startups, je peux m'arrêter. » Et en fait, non. Elon Musk, c'est le moment où tout commence. Tout commence pourquoi? Parce que PayPal, on lui avait dit « mais tu t'attaques à la banque, c'est impossible. » Et il l'a fait. Et il dit « bon, alors maintenant, je ne vais faire que des choses que les gens pensent que c'est impossible. Et puis, je vais m'occuper de ça. Et puis, bah, comme j'ai plusieurs millions, je vais regarder comment je vais investir mes millions. Et je vais essayer de le faire sur des causes qui sont importantes pour l'humanité. » Alors lui, il réfléchit vraiment à l'échelle de l'humanité. Et il se dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe pour l'humanité? Bah, potentiellement, il y a 1200 ans, il y a eu une sécheresse terrible, des tremblements de terre en plus, et des civilisations, comme la civilisation égyptienne, mais aussi les Babyloniens et d'autres, qui ont disparu, parce qu'il y a eu 300 ans pendant lesquels il y a eu une sécheresse pas possible. Et il se dit, bah, potentiellement, on parle de réchauffement climatique, ça pourrait revenir. Hein, on ne sait pas, c'est cyclique. À l'époque, il n'y avait pas de pollution ni rien, donc ça pourrait revenir de toutes les manières. Et puis, si on regarde les études, à peu près tous les 50 ans, il y a une guerre mondiale, ou en tout cas, on se fait vraiment péter les choses à la figure. Hein, Hiroshima, notamment. Là, ça fait plus de 70 ans, donc ça pourrait revenir. Ok, alors il se dit, c'est quoi le plan B pour l'humanité? Il fait le tour de la planète et il se rend compte qu'il n'y a personne qui bosse sur le plan B. Alors il dit, j'ai pas le choix, il faut que je m'en occupe. Donc je vais le faire. Et il se dit, moi, je suis fou de la conquête de l'espace. C'est son truc, depuis toujours. Donc c'est simple, mon plan B, c'est d'aller coloniser Mars. Donc tout ce que je vais faire, c'est pour coloniser Mars. Et donc c'est une phrase assez célèbre à ce moment-là, où il dit, moi c'est simple, je souhaite mourir sur Mars, mais juste pas à l'atterrissage. Et donc, il crée, donc 2002, vous vous souvenez, c'est le moment où il a revendu, donc il ne s'arrête jamais, hein, c'est-à-dire il revend PayPal, et tout de suite, 2002, il crée SpaceX. Ça faisait déjà à peu près un an qu'il avait travaillé dessus. Il crée SpaceX parce que pour aller sur Mars, il faut des fusées. Donc bien sûr, tout le monde le prend pour un fou. 2003, il voit des jeunes qui sont en train de faire un super roadster, il met un peu de sous dedans, puis il se rend compte qu'il ne développe pas grand-chose, donc il reprend Tesla. Parce que lui, il voit les batteries qu'il y a derrière. Et puis, il crée ensuite, en 2006, SolarCity, parce qu'il se dit, il va falloir capter l'énergie solaire. Hein. Si vous replacez ça dans le contexte de les besoins pour Mars, il y a quelques corrélations là-dedans. Et puis, réflexion, Hyperloop,
Donc là, il se dit, bah, super, le train à grande vitesse, 1200 km/h. Bon, j'ai pas le temps de m'en occuper, donc je crée les plans, je fais les dossiers, puis je file ça à des startups, et puis je fais un appel à projet qui est en cours. Ensuite, en 2015, il crée OpenAI, on parlait d'intelligence artificielle, donc lui se dit, bah, oh là là, il faut quand même qu'on surveille ce qui est en train de se passer, il ne faut pas que ça reste uniquement au niveau des GAFAM. Donc je crée une association à but non lucratif, et je finance, tout est comme c'est à but non lucratif aux États-Unis, bah, tout est transparent, vous pouvez tout voir, et il finance les meilleurs chercheurs qui payent jusqu'à 1 million de dollars par an, pour travailler sur l'intelligence artificielle et s'assurer qu'on va dans le bon chemin pour aider l'humanité. Et puis en même temps, on parlait des Brain Computing Interface, c'est-à-dire l'interface cerveau-machine. Ben, il crée Neuralink aussi. Alors lui, c'est une version intrusive, donc à voir si du coup ça tient encore la route avec ce qu'on vient de voir à côté, qui n'a pas besoin de nous mettre des puces à l'intérieur du cerveau. Bon, toujours est-il qu'il travaille dessus. The Boring Company, ensuite, là, pour faire des tunnels. Alors, il est revenu dessus un petit peu, où justement la personne qui l'interviewait, elle lui disait, mais en fait, c'est une blague, ton truc pour faire des tunnels. Et ouais, au début, j'ai cru aussi que c'était une blague. Mais en fait, j'aurais besoin, pour aller chercher des minerais sur Mars, et pour être autosuffisant, de pouvoir creuser. Donc je suis allé regarder ce qui existait et quels étaient les progrès qu'on avait faits en termes de tunneliers. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui avait été fait. J'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Voilà. Tout est comme ça en fait. Il regarde et il dit bon, il n'y a personne qui le fait. Moi j'ai pas le choix. Ok, je le fais. Et puis son dernier projet en 2017, c'est un projet au sein de SpaceX, c'est Starlink. Donc là il a déjà lancé. Personne n'est au courant, on n'en parle pas beaucoup. Il a lancé ses 2 premiers satellites pour faire un réseau, une couverture mondiale, planétaire, avec des microsatellites, avec de la 5G, tout de suite, pour couvrir. Et il vient d'avoir l'autorisation de lancer ses 4000 prochains satellites. Donc c'est en cours. Alors, ce qui le caractérise, en fait, si on essaye de comprendre et de ressentir un petit peu, c'est très difficile, parce que ressentir, lui, pour le coup, il fait vraiment pas preuve d'empathie. Il travaille, on y reviendra, au niveau de l'humanité, mais les humains, on a l'impression que c'est pas trop son truc. Bon, en tout cas, il a une pensée disruptive. Une pensée disruptive à plusieurs égards. D'abord, une pensée industrielle systémique. Je reviendrai dessus. Ensuite, une pensée long terme et exponentielle. C'est la loi de Moore. Et une pensée design. Alors, la pensée systémique, c'est quoi? C'est penser tout de suite à l'industrialisation. On l'a évoqué, il a tout de suite pensé à son usine du futur avec Tesla, il a robotisé tout, et aujourd'hui il s'en mord les doigts, il dit j'arrive pas à fournir mes 5000 véhicules par semaine, parce que mes robots ils tiennent pas les cadences prévues, donc j'ai un petit souci. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous explique sa logique et comment est-ce qu'il en est arrivé aussi sur SpaceX à se dire il me faut des lanceurs qui soient ensuite réutilisables. Il dit, c'est simple, moi je veux faire des voyages spatiaux. Et pour faire des voyages spatiaux avec des personnes, c'est comme des avions. Est-ce que vous croyez que si on avait fait des avions qui ne sont pas réutilisables, aujourd'hui l'aviation serait ce qu'elle est? A priori non. Donc il dit, voilà, c'est simple. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des fusées qui réatterrissent et où je peux réutiliser les lanceurs. Voilà. Ça, pour information, c'est le mur des brevets chez Tesla. Et c'est le côté systémique là aussi. En 2014, il s'est dit, les brevets, en fait, c'est ce qui est en train de tuer l'innovation. Les boîtes, elles font des brevets, et quand elles ont un brevet, elles se reposent dessus. Alors, elles vivent dessus, elles font de l'argent, mais comme lui, c'est pas son problème, l'argent, en fait. Donc, il se dit, mais c'est une vraie connerie. Donc, les brevets, il faut qu'ils soient disponibles à tous, pour que j'ai des ingénieurs potentiellement plus intelligents que les miens qui prennent mes brevets, qui les fassent aller un cran plus loin pour que je puisse les réutiliser. Et comme ça, j'ai une vision globale, systémique, pour aller le plus vite possible, pour pouvoir aller sur Mars plus vite, bien sûr. Donc tout est comme ça. Alors une pensée disruptive aussi, vous ne voyez pas bien, ce sont des microprocesseurs, c'est pour faire un petit clin d'œil à la loi de Moore. Je ne vais pas revenir dessus, mais Gordon Moore, le patron fondateur de Intel, qui avait dit au doigt mouillé, tous les ans, il faut que mes microprocesseurs soient 2 fois plus puissants, 2 fois plus petits et 2 fois moins chers. Mais en fait, ça drive toute la technologie et toutes les technologies.
Et un humain normalement constitué, il a une pensée linéaire, il sait se projeter dans l'avenir que par rapport au monde qui l'entoure et à ce qui existe actuellement autour de lui. Elon Musk, il dit non, moi j'ai une pensée systémique parce que je réfléchis par rapport à ce qui existera dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans qui aujourd'hui n'existe pas. En 2003, quand il a créé Tesla, tout le monde lui disait, enfin, qu'il a racheté Tesla parce qu'il croyait aux véhicules électriques et qu'il croyait que ce serait l'avenir. Tout le monde lui dit, mais attends, l'autonomie des batteries, c'est pas possible, ça marche pas, ça marche pas. Il dit, oui, mais moi, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura les batteries qui permettront de faire fonctionner les véhicules, donc j'y vais. Et tout est comme ça. Il est comme ça, il réfléchit comme ça pour tout. Une pensée disruptive aussi avec une pensée design, un petit clin d'œil au design thinking. Si vous vous souvenez, son modèle X de Tesla, son 4x4, il a dû tout recréer, ce qui est une ineptie en automobile, uniquement parce qu'il voulait ses porte-papillons. Il voulait ses porte-papillons et du coup, il a fallu réinventer tout et ne pas capitaliser sur le modèle S qu'il avait fait juste avant. Et deuxième chose, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont les tuiles solaires de Tesla. Parce qu'il s'est dit, mais aujourd'hui, les panneaux solaires ne fonctionnent pas parce que c'est moche. Qui, en Californie, voudrait sur sa belle maison des panneaux solaires? Personne. Donc je fais des panneaux solaires qui ressemblent à des tuiles. Et personne ne pourra penser. Donc il a une pensée de design à chaque fois autour de tout ça. Parce qu'encore une fois, lui, ce qu'il veut, c'est que ça puisse ensuite se démocratiser et qu'il puisse réutiliser tout ça sur Mars. Alors, côté management, donc je l'évoquais, hein, l'humanité ok, les humains bof, hein, lui-même, je ne vais pas revenir dessus, mais lui-même se qualifie non pas de micromanager, mais de nano-manager. On a eu des confidences aussi quand on va en Silicon Valley et qu'on rencontre des gens qui travaillent pour lui. Ils nous disent il ne faut surtout pas qu'on soit sur des sujets dont il se préoccupe à l'instant T, parce que sinon c'est une horreur. Il dort en ce moment avec ses problèmes de livraison de son modèle 3, il dort dans l'usine pour s'occuper de tout et être sur tous les fronts. Voilà, donc c'est vraiment pas un modèle managérial. Par contre, hein, il incarne vraiment ce qu'on dit en Silicon Valley, l'idée ne vaut rien. Ce qui compte, c'est la capacité à exécuter. Et là, clairement, il l'a prouvé quand on voit ces lanceurs qui réatterrissent. Et juste pour information, un lancement de la NASA avant, par le fournisseur de la NASA, c'était 400 millions de dollars. C'était une alliance avec Boeing notamment et d'autres. Lui, c'est 62 millions de dollars. Aujourd'hui, si on veut mettre en orbite un satellite avec Ariane, ça vous coûte 56,5 millions de dollars. Avec SpaceX, 5 à 7 millions de dollars. Vous voyez les facteurs, comme il a divisé et comme il a disrupté le marché, c'est assez impressionnant. Néanmoins, en 2008, il a failli tout perdre. Et là, tout a failli basculer. C'est-à-dire, il risque tout. Donc, on sait, on n'arrête pas de lui dire ouais, mais ça va jamais finir, tu vas te casser la figure. C'est ce qu'il entend depuis le début, depuis PayPal. Mais là, en 2008, il n'avait plus du tout de cash, plus du tout d'argent dans ses sociétés, dans Tesla et dans SpaceX. Et SpaceX, toutes les fusées explosaient en vol, ça ne marchait pas. Tesla, il n'avait pas encore sorti le Model S, il ne produisait pas. Du coup, il était sacrément embêté. En plus, il n'y avait plus d'investisseurs en 2008 pour remettre de l'argent au pot. Et là, coup de bol énorme. En septembre 2008, la première fusée SpaceX n'explose pas. Du coup, la NASA, qui n'avait plus de navette, n'avait plus rien, lui a dit on fait un contrat. En décembre 2008, au moment où il était au bord du gouffre, on fait un contrat et ça l'a sauvé. Et il nous raconte que ça a été le moment le plus dur de sa vie parce que juste avant, il lui restait 40 millions à peu près en poche. Et il se disait, si je mets mes 40 millions sur Tesla, je sauve Tesla. Si je mets mes 40 millions sur SpaceX, je sauve SpaceX. Mais si je mets 20 millions d'un côté, 20 millions de l'autre, je ne sauve ni l'une ni l'autre. Donc qu'est-ce que je fais? Parce qu'en sauver une, c'est en tuer une autre. Et il dit, mais c'est comme mes enfants. Et là, on voit bien que ça le prend au trip quand il nous raconte ça. Et il dit, j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligé de mettre mon argent dans les deux. Et donc, il a eu ce coup de bol terrible, parce que c'était vraiment l'année où tout allait basculer. Il nous dit, j'ai plus que 32 $ sur mon compte en banque à ce moment-là. Et du coup, la petite phrase, la chance sourit aux audacieux, peut vraiment s'appliquer là.
Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un pionnier à l'image de ces pionniers américains. Et c'est pour ça que la Silicon Valley, qui est l'emblème des pionniers et de tout cet ouest américain, bah, l'a mis au stade d'icône, l'a élevé au rang d'icône. Donc peut-être effectivement qu'il va se casser la figure avec Tesla, mais peut-être aussi qu'il ne va pas se casser la figure, peut-être qu'il va se passer pas mal de choses, on va voir. En tout cas, il est sur pas mal de fronts, et c'est assez intéressant de rencontrer cet homme-là. Et puis on a eu le droit à un petit moment de musique. Bon, il chante pas bien, son frère joue pas trop mal de la guitare, mais c'était amusant, c'était cocasse. Voilà, merci.